Bonjour à tous, bonjour Michel Barnier. Je rappelle Bonjour, que vous êtes Guillaume commissaire Durand. européen et que vous publiez un excellent livre, Se reposer ou être libre, aux éditions Gallimard. On va en parler dans un instant, mais nous allons évidemment traiter ensemble l'actualité. Est-ce que ce nouveau couple français séduit Bruxelles ou est-ce qu'à Bruxelles, Valls ou Hérault, c'est exactement la même chose? Ce qui intéresse Bruxelles, comme vous dites, c'est-à-dire les autres Européens, Ouais. ceux avec lesquels nous avons un contrat de confiance depuis le début de la construction européenne, c'est que la France soit forte, c'est que la France réduise ses faiblesses, celle de son déficit qui est excessif, celle de sa compétitivité qui est trop faible. C'est ça qui intéresse Bruxelles. Et ça, on va en parler. Mais est-ce qu'il y a une image de Valls qui a un peu percuté à Bruxelles ou est-ce que pour J'ai entendu le discours du nouveau Premier ministre sur une ligne européenne et sur une ligne enfin clairement orientée vers l'entreprise. Parce que c'est pas l'administration, c'est pas les déficits, c'est pas la dette qui crée de l'emploi. Ce sont les entreprises, notamment ces millions de petites entreprises françaises sur le territoire, ce que j'appelle l'économie territoriale, qui a une énergie contenue, qui est bridée, qui en a ras-le-bol des impôts, des charges, de la dérégulation, de l'instabilité de règles et fiscales et sociales, et qui a besoin d'être encouragée plutôt que d'être découragée. C'est-à-dire que François Hollande a raté son quinquennat. Finalement, pendant 2 ans, il n'a pas fait grand-chose. Pas fait grand-chose d'utile au regard de nos partenaires européens. Il y a eu un certain nombre de réformes. C'est pas à moi je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Il y a eu des réformes, notamment sur. Moi, je pose une question. Moi, je vous réponds sur le marché du travail. Michel Sapin a fait des choses. Il y a eu une réforme des retraites, sans doute incomplète et insuffisante. Il y a eu des efforts, mais il faut aller vite parce que ce qu'on observe dans le monde d'aujourd'hui et dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est que on nous espère rarement et on ne nous attend plus jamais. Voilà ce qui arrive. Ouais. Et donc, ce que la France ne fait pas pour elle-même, pour réduire sa dette, son déficit, pour protéger les générations futures, les emprunts d'aujourd'hui, ce sont des impôts pour nos enfants, ce qu'elle ne fait pas pour libérer ce potentiel incroyable d'énergie dans les territoires, dans l'économie territoriale, personne ne viendra le faire à notre place. J'ai deux questions évidentes à vous poser. Pourquoi l'opposition ne soutient pas le plan de Valls, puisque vous êtes... Mais j'ai dit moi-même que si le gouvernement a le courage de proposer certaines mesures que nous souhaitons du côté de l'opposition et qui sont évidemment souhaitables, réduire les impôts, réduire les charges sur les entreprises industrielles, artisanales, agricoles, n'oubliez pas l'agriculture, stabiliser les règles, pourquoi ne pas le soutenir? Demain, même si c'est un vote symbolique, il faudrait qu'il le vote. Je ne vais pas me mettre à la place des députés. Je vous ai important. répondu, et j'ai déjà dit publiquement, je crois avoir été le premier de dire, c'est le gouvernement a le courage de réformer réellement. L'opposition doit avoir le courage de le soutenir. Pourquoi? Ils ne vont pas le faire. Parce que tous les efforts et toutes les réformes que nous ne faisons pas aujourd'hui, elles seront plus difficiles et encore plus nécessaires plus tard, pour éventuellement un nouveau gouvernement, le jour où les Français choisiront l'alternance. Mais justement, dans cette alternance, il y a aussi un plan qui est au-delà, lui, de 100 milliards, avec des ordonnances. Mais on ne comprend pas pourquoi, officiellement, aujourd'hui, ils ne soutiennent pas. Alors, l'UD, oui, semble-t-il. Ils n'ont pas encore décidé, mais Yves Jégaud, le président, donc depuis le départ de Jean-Louis Borloo, a dit qu'il était favorable. Mais l'UMP, silence. Je vous ai dit ma position. Je ne suis pas le porte-parole de l'UMP, mais si j'appartiens à cette famille, je vous ai dit que toutes les réformes et les efforts qu'on ne fait pas aujourd'hui sont plus difficiles à faire plus tard, donc je préfère qu'on les fasse aujourd'hui. Et est-ce que vous comprenez une partie des députés socialistes bien minoritaires, mais qui, eux, disent au fond, je ne dis pas qu'ils prennent le contre-pied de ce que vous êtes en train de nous expliquer, mais ce qu'ils trouvent scandaleux dans tout ça, c'est que ce soit les petites retraites qui trinquent, les salaires faibles qui trinquent, etc. Au fond, ils disent c'est encore un plan pour les entreprises et pas pour les gens les plus modestes. Mais ce n'est pas les patrons qui sont en cause, ce n'est pas les entreprises. C'est l'emploi, c'est la croissance qui est en cause. Il faudra bien que tous les députés se rendent compte, quelle que soit leur idéologie, que l'intérêt du pays, l'intérêt national du pays, c'est de faire repartir la croissance. Et encore une fois, ça dépend de nous et ça dépend de ces réformes. Mais est-ce qu'il faut leur demander des efforts à eux? Parce que c'est ça le sujet en France. Liberté, égalité, 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 égalité. C'est-à-dire c'est au gouvernement de choisir comment faire que l'effort soit juste. Il faut faire un effort. Et encore une fois, nous ne parlons pas d'austérité. L'austérité, on l'a vu au Portugal, on l'a vu en Grèce. Franchement, il s'agit ici de bonne gestion et de créer ce que j'appellerais l'écosystème le plus favorable aux entreprises. Il y a une part du travail qui doit être fait en France par nous-mêmes, et puis il y a une part du travail qui devrait être fait, c'est ce que je dis dans ce livre, par une politique industrielle européenne, une politique de l'énergie européenne. Vous avez peut-être lu Le Figaro ce matin. Le Figaro fait sa une sur les eurosceptiques qui sont crédités dans les 28 pays aux alentours de 20%. Alors, ça change évidemment d'un pays à l'autre, mais est-ce que c'est pas une défaite, non pas pour vous, mais justement pour Bruxelles, pour le Parlement et pour, en gros, nos partenaires et l'Europe? La question européenne a toujours été difficile, Guillaume Durand, à la fois dans les partis de gouvernement, parce qu'il faut assumer, elle l'est encore plus aujourd'hui, parce qu'il a fallu faire face à la crise, prendre nos responsabilités, faire
repartir le train qui n'a pas déraillé de la zone euro au moment où elle a failli Et exploser. vous entendez une parole en dehors de la vôtre, vous entendez une parole crédible sur ce thème-là actuellement? Oui, je pense que les Français sont plus intelligents que certains hommes ou certaines femmes politiques ne le croient. Ils sont capables de se rendre compte qu'on a pris de bonnes mesures, mais elles ont été difficiles, et que face à ces crises qui sont globales, je ne parle pas seulement de la crise financière, mais aussi de la crise climatique, de l'instabilité, de la sécurité, il vaut mieux être ensemble. Il vaut mieux être... Ils n'en ont pas le sentiment. Oui, mais c'est à nous de l'expliquer. Je le fais par ce livre. C'est aux ministres français, c'est aux députés européens, c'est aux parlementaires nationaux d'assumer le choix européen de la France. Il faut là aussi que les hommes politiques français soient un peu plus courageux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie française? On relit tous les sondages, il y a 56%, enfin en gros, une majorité de Français qui sont contre la disparition de l'euro. Et en même temps, pas une majorité, mais les mêmes Français mettent en tête des votes, des intentions de vote, le Front National, qui est pour la sortie de l'euro. Donc Oui, on est en pleine schizophrénie quand même. Oui, mais c'est une absurdité que de vouloir sortir de l'euro, de se replier derrière je ne sais quelle ligne Maginot. De ce point de vue-là, je pense que le Front National ne défend pas l'intérêt national. Pas davantage d'ailleurs que l'extrême gauche. Le repli national en ce moment, c'est le contraire de l'intérêt national. Dans ce livre, je publie un petit tableau que les services du Premier ministre britannique ont rendu public il y a quelques années et qui montre quels sont les 10 pays les plus importants du monde. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens parmi les 10 premiers. Et tous les 10 ans, il y en a un qui est éjecté du tableau. Et finalement, en 2050, c'est-à-dire après-demain, il n'y a plus un seul pays européen, même pas l'Allemagne, dans le G8. Moi, j'ai pas envie qu'on soit éjecté du tableau. J'ai pas envie qu'on soit sous-traitant et sous influence. Donc si les gens votent pour Marine Le Pen, au fond, c'est ça qui... Ils votent pour le repli national, le repli nationaliste. Ils votent pour une France isolée et faible. Ils votent pour une France qui sera dans la main des marchés financiers. Moi, j'ai envie que la France reste souveraine. Et pour cela, il faut que l'Europe reste ou redevienne souveraine ou indépendante. Je ne parle pas de vous à titre personnel, mais pourquoi ce type de raisonnement se heurte à un raisonnement qui est finalement la négation de l'Europe et qui est majoritaire, semble-t-il, chez nous? Parce qu'il a toujours... pas majoritaire, mais qui en tout cas qui est en tête des sondages chez les Français. Il n'y a pas de fatalité à ce que les partis extrémistes ou les partis souverainistes arrivent en tête. Moi, je pense que l'UMP peut, avec un discours clair, patriote et européen... Ils ne sont pas clairs. Si Jean-François Copé est extrêmement clair, il l'a été dans de presse. Il y a toujours des individualités. Écoutez, franchement, moi, je me souviens de 92, le référendum de Maastricht, la moitié du parti votait oui, la moitié du parti votait non. Ouais. Le Parti socialiste est divisé complètement sur le référendum de la Constitution européenne. C'est une question difficile, mais la ligne affirmée par Jean-François Copé, soutenue par Alain Juppé, par Jean-Pierre Raffarin, par beaucoup d'autres, est extrêmement claire. Elle est pro-européenne. Maintenant, pour autant, il faut que la France joue son rôle en Europe et qu'elle ne soit pas faible. Et il ne faut pas dire que tout va bien à Bruxelles. Il y a plein de choses à changer. Moi, je pense qu'à Bruxelles, il faut, je le dis également dans ce livre, moins de réglementation et plus de politique. De politique pour l'énergie, de politique pour l'industrie, de politique pour le numérique, de politique pour la démographie, de politique pour la défense. Voilà les sujets que j'évoque dans ce livre très concrètement. Est-ce qu'il faudrait aboutir enfin à une seule tête puisque finalement vous avez beaucoup réfléchi à ces questions, puisque ça fait des années que vous travaillez donc dans la commission, est-ce qu'il faudrait aboutir à ce qu'il n'y ait qu'une seule tête qui représente l'Europe et non pas un mélange entre Barroso d'un côté, Van Rompuy de l'autre? La réponse est oui, mais je ne veux pas apporter cette réponse comme la réponse à toutes les crises ou à tous les doutes d'aujourd'hui. Ça clarifierait la situation. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est la croissance, c'est le changement climatique, c'est la protection, c'est que l'Europe ne soit pas naïve. C'est ce que je dis dans ce livre. Donc la question institutionnelle, elle n'est pas la première, mais elle est une partie de la solution. Je crois en effet qu'un jour, il faudra fusionner le poste de président d'Europe, un président de l'Union européenne, qui sera à la fois président du Conseil des chefs d'État et président de la Commission européenne. Et c'est possible dans le traité d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît possible, crédible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est crédible? Oui aussi. Est-ce que les chefs d'État et de gouvernement veulent mettre quelqu'un au-dessus d'eux aujourd'hui? Je ne crois pas que le moment soit venu, mais je pense que cette idée est juste. On va parler d'Alstom. Est-ce que vous considérez, par exemple, qu'il est normal qu'il y ait un candidat, disons, officiel? Alors, est-ce que c'est vraiment un candidat officiel? Elisabeth Guigou dit non, mais qu'il soit Pierre Moscovici pour arriver à Bruxelles? Oui, ça n'a rien à voir avec Alstom. Non, j'ai dit, on va parler d'Alstom après. C'est pas à moi, franchement, Guillaume Durand, de dire qui devrait être le prochain président. Non, on a l'impression qu'il a accepté de déménager de Bercy s'il allait... Je ne sais pas dans quelles conditions il a quitté le gouvernement. Je n'ai pas de commentaire à faire. Franchement, je suis commissaire actuellement jusqu'au mois d'octobre. C'est au chef de l'État de choisir celui ou celle qui jugera le plus apte pour être commissaire européen de nationalité française. Je rappelle que lorsqu'on est commissaire européen, on ne défend pas les intérêts de son pays, on ne représente pas son pays, on reste patriote, on reste passionnément citoyen de son pays, mais on travaille à l'intérêt général européen. Et l'intérêt général européen, j'y reviens,
consiste à vouloir, avec les autres pays et la Commission en tête, construire une politique industrielle, construire une politique énergétique, d'indépendance énergétique. Voilà les objectifs prioritaires pour l'Europe. Nous y sommes en plein Alstom, justement. Est-ce qu'il faut qu'on vote, enfin, c'est une image, hein, allemand, Siemens ou General Electric, si la proposition est meilleure sur le plan industriel? Est-ce que l'État s'en mêle? D'abord, est-ce que l'État a le devoir de s'en mêler? Moi, je pense que le gouvernement est fondé à s'occuper de politique industrielle. Voilà. Et l'Europe devrait être dans ce domaine également stratège, plutôt que d'être spectatrice. Donc, qu'il y ait un ministre chargé du réarmement industriel de la France, c'est une bonne idée. J'ai le souvenir, dans le passé, de la défaite française en matière, par exemple, d'aluminium avec Péchinet. Je pourrais trouver d'autres exemples. Donc, que le gouvernement soit proactif, oui, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut regarder... Mais est-ce que c'est à lui d'arbitrer? C'est pas à lui d'arbitrer. Nous sommes dans le secteur privé, nous ne sommes plus dans le domaine de l'économie administrée. Il faut regarder les deux offres, ce qu'elles représentent en termes d'emploi maintenu ou à venir, en termes d'investissement. On voit bien le problème, s'agissant de l'énergie, d'entreprises françaises dont la base est trop étroite. Et quand vous regardez Alstom, je crois qu'il y a près de 93 000 salariés dans Alstom. Il y en a 18 000 en France. Tous les autres dans d'autres pays. Donc on voit bien que ces entreprises françaises ont besoin d'une base internationale et au moins européenne. Donc et puis il faut créer l'écosystème. Le problème d'Alstom, c'est un problème de compétitivité. J'y reviens. Et des mesures que la France doit prendre et que nous devons approuver pour redonner de la compétitivité, des marges. Mais vous m'avez dit il y a quelques instants, par rapport justement à ce que vous écrivez dans le livre, qu'il faut qu'il y ait une politique industrielle. Mais dans ces cas-là, si elle doit être européenne, moi je ne prends pas parti, hein, mais c'est votons Siemens plutôt que General Electric. Mais si la proposition de General Electric est meilleure, c'est peut-être pas bon pour Alstom non plus. Une politique industrielle, elle ne se fait pas à des coups de menton, elle se fait dans la durée, avec une volonté affirmée dans le temps, protéger les innovations, ne plus être naïf sur la contrefaçon, investir. La bonne protection pour moi, c'est pas le protectionnisme, c'est l'investissement dans l'énergie, dans la recherche, dans l'innovation, des investissements communs. Là, nous sommes un peu en défensive. Donc, je ne vais pas me prononcer sur le cas dont je ne connais pas le détail. Qu'est-ce que propose Siemens ou qu'est-ce que propose General Electric? Ce pourquoi je plaide, c'est qu'il y ait au niveau des chefs d'État, et la Commission doit être en tête pour le proposer, une stratégie de compétitivité industrielle sur l'ensemble des sujets. Mais il y a une part du travail qui reste à faire en France, par les Français eux-mêmes. Personne ne viendra le faire à leur place pour redonner des marges et de l'oxygène aux entreprises. Le livre s'appelle « Se reposer ou être libre ». Il est publié aux éditions Gallimard et il est signé par Michel Barnier, que vous connaissez. Le voici. Merci mille fois d'être venu nous voir ce matin.